Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Observatoire d'Acto. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les principales évolutions attendues dans la branche du commerce de gros durant les 3-5 prochaines années et voir ensemble comment ces évolutions vont impacter les métiers et les compétences. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Cécile Colliot du cabinet Catalyse qui nous a accompagnés tout au long de ces travaux, Asia Koul de la Confédération des grossistes de France et également secrétaire de la CPNEFP, c'est-à-dire la Commission paritaire nationale des emplois et de la formation professionnelle, qui représente donc le collège patronal, et enfin Ronald Brijanc, qui, on va dire, consultant de métier et qui consultant, on va dire, dans une entreprise de la branche, bien entendu, et qui représente le collège salarié. Donc, merci à vous tous également qui nous suivez aujourd'hui sur ce webinaire. Nous avons 1 heure devant nous pour découvrir les résultats de cette étude et surtout comprendre comment vous pouvez vous en saisir, vous, entreprises, pour pouvoir accompagner vos salariés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur l'observatoire. Donc, c'est quoi sa raison d'être de cet observatoire? Sa raison d'être est directement liée, on va dire, à la loi de 2018, la mission qui a été confiée par la loi de 2018, qui consiste à accompagner les branches professionnelles, en l'occurrence ici les 27 branches professionnelles que couvre l'opérateur de compétences ACTO, pour anticiper les évolutions et éclairer les branches professionnelles dans leur prise de décision. Donc, concrètement, ça se manifeste comment? Par un grand nombre de travaux d'études, notamment des travaux prospectifs que nous produisons pour pouvoir accompagner les entreprises et les salariés dans les transformations à venir. Et pour illustrer cette démarche, quelques mots sur la branche du commerce de gros. Donc la branche des commerces de gros, c'est avant tout 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires porté par 30 000 entreprises et 400 000 salariés. C'est une branche également qui repose sur 2 grandes familles, la fonction commerciale et la fonction transport et logistique. C'est une branche également qu'on peut caractériser comme avec un ancrage territorial très très fort, étant donné qu'il y a une localisation très diversifiée pour être au plus proche de ses clients. Aussi, 3/4 des entreprises de cette branche ont moins de 11 salariés. Donc, c'est plutôt une branche qui accueille de très petites entreprises. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite également tout au long du webinaire, donc on a 1 heure devant nous, n'oubliez pas à poser vos questions dans le chat et on a prévu un temps pour pouvoir y revenir à la fin de notre webinaire. Donc, la première question, je vais poser à Cécile Colliot. Bonjour encore Cécile Colliot et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le cabinet Catalyse a été mandaté par ACTO, on va dire suite à une commande paritaire, une demande paritaire de vraiment comprendre comment va évoluer son secteur et avoir une visibilité sur ses métiers. Comment vous pourriez aujourd'hui nous décrire les principales tendances qui aujourd'hui façonnent cette branche et qui vont également les tendances qui vont transformer ce secteur durant les prochaines années? Alors, on a identifié effectivement 4 grandes familles de facteurs, on va dire, qui vont impacter les activités des commerces de gros et donc les métiers dans les 3 à 5 prochaines années. C'est des facteurs qui sont liés à la transition numérique, à la transition écologique, à la transition sociale et à la transition économique. Ces 4 transitions ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles peuvent se nourrir, mais on va les présenter de manière les unes après les autres pour être plus claires. Si on commence par la transition numérique, elle se traduit par différents facteurs et notamment par l'automatisation des processus. On va avoir par exemple des systèmes automatisés qui vont être utilisés pour le traitement des commandes, pour la gestion des expéditions, pour le traitement automatique des factures, pour le contrôle des stocks par exemple, avec des outils aussi qui peuvent être prédictifs pour intégrer
des alertes sur les stocks, par exemple, si on a un risque de surstock ou de pénurie au contraire. Donc l'automatisation des processus, c'est un des éléments de cette transition numérique. Cette transition, elle se traduit aussi par la robotisation, et elle va se traduire surtout par la robotisation des entrepôts. Cette robotisation, elle va faciliter effectivement l'organisation des stocks, la préparation des commandes, avec des outils d'aide au chargement ou au déchargement, avec des véhicules à guidage automatique, donc qui vont se déplacer de manière autonome au sein de l'entrepôt, avec des convoyeurs, avec effectivement l'utilisation de puces RFID, d'IoT, d'Internet des objets dans les marchandises qui vont permettre de localiser en permanence où sont les marchandises dans l'entrepôt. Et ça, c'est un enjeu qui est important, avec effectivement, et je reprends le chiffre que vous évoquiez, donc les 3/4 des entreprises ont moins de 11 salariés. Et c'est quand on parle de robotisation, elles ont parfois un peu peur ou elles se projettent peu dans cette robotisation. Mais quand on voit les technologies, elles existent. Ça permet effectivement aux entreprises d'être plus performantes. Ça permet aussi de limiter la pénibilité de certaines tâches. Donc c'est vraiment des technologies qui vont être intégrées de manière plus forte dans les commerces de gros dans les années à venir. Et puis enfin, quand on parle de transition numérique, la branche ne fait pas exception. L'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, va être introduite de manière plus forte. Avec des usages qui sont multiples et qui vont toucher l'ensemble des métiers. Ça peut être de la prévision effectivement sur les stocks, ça peut être de l'optimisation des tournées pour les livraisons, pour s'assurer qu'on puisse partir à plein, revenir à plein, que ce soit sur la personnalisation de la relation client, sur la création de contenu aussi, sur la description des produits, sur la construction d'un argumentaire. Voilà, c'est un outil qui va être très utilisé. Cette transition numérique, c'est vraiment un des impacts majeurs, avec par contre des niveaux de maturité qui sont très différents en fonction des entreprises, et notamment cette maturité des plus petites entreprises. Et je voulais citer un chiffre, on ne va pas en donner trop, mais on a 65% des entreprises de plus de 50 salariés dans les commerces de gros qui considèrent que l'automatisation des entrepôts est une priorité. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, on tombe à 34%. C'est-à-dire qu'elles n'anticipent pas le même niveau de priorité parce qu'elles n'en ont pas toujours les moyens. Très bien. On va peut-être écouter Ronald sur ce point-là, vous qui êtes, on va dire, représentant des salariés, mais également, on va dire, commercial dans votre activité. Cécile vient de parler de plusieurs termes, on va dire, qui rassemblent la question des facteurs technologiques. Il a parlé d'automatisation, de robotisation, d'intelligence artificielle. Est-ce que vous, dans votre quotidien, dans votre entreprise, vous ressentez, ce sont des prémices ou bien c'est vraiment, on va dire, ces facteurs technologiques qui se dessinent déjà à travers votre activité? Et si oui, concrètement, comment ça se formalise? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on retrouve des fonctionnements qui sont très imprégnés de la transition numérique, puisque nos entrepôts logistiques aujourd'hui sont à moitié automatisés. On prévoit par la suite aussi d'avoir des chaînes de production plus importantes encore. On a aussi la transition numérique qui nous permet de voir et d'intégrer la situation aussi écologique, puisque nos automatismes nous permettent de réduire le volume des cartons. Ça réduit aussi la pénibilité. L'IA qui est dans notre automate nous permet de générer des flux beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que nous, êtres humains, nous ferions la même chose, ça ne serait pas rangé du tout de la même façon, puisque c'est rangé de façon à être le plus rapidement possible à disposition de l'opérateur pour pouvoir mettre dans les cartons. J'ai vu régulièrement, on a nos préparateurs de commandes qui prennent par rapport à une image, qui viennent mettre dans le carton, c'est photographié, c'est référencé, et après ça part dans la chaîne pour arriver jusqu'au quai de chargement, et ça, tout ça, c'est très très automatisé. Alors, ce sont des métiers où aujourd'hui il y a juste à regarder quelque chose sur un écran pour pouvoir le mettre dans le carton.
Alors ça a moins de répercussions au niveau, je dirais, niveau cognitif, puisque avant on allait chercher dans les racks et dans les rayons. Aujourd'hui, ça arrive devant, c'est juste à mettre dans des cartons. Donc c'est un changement majeur dans notre profession de logistique par rapport à notre métier, nous, de grossistes, quoi. Très bien. Et par rapport aux chiffres que présentait Cécile juste avant, est-ce que vous considérez qu'effectivement les entreprises de moins 50, elles sont moins aptes, elles sont moins sensibles à cette question? Oui, oui, puisque en fait, sur une entreprise, pour avoir fait plusieurs entreprises de tailles différentes, effectivement, la logistique dans une petite structure, c'est très archaïque, on va dire. Il n'y a pas encore cette volonté de rapidité dans l'exécution. Ce sont plus les grosses structures, c'est pour ça que ces chiffres ne m'étonnent absolument pas. Je suis même très étonné que ça arrive quand même à 34% sur les petites, parce qu'effectivement, j'étais moi-même dans une société où il n'y avait pas d'inventaire. Donc pour tout vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, on ne savait pas ce qu'on avait en stock. Alors vous voyez la différence entre aujourd'hui où je suis dans une structure qui est beaucoup plus grande, et là, on doit savoir ce qu'on a en stock, on doit pour pouvoir automatiser puis gérer, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes volumes. Donc dans les petites structures, ça ne m'étonne absolument pas qu'il n'y ait pas autant d'automatisation, même d'IA, ça reste plus ou moins de l'artisanat, on va dire, sans être péjoratif, hein, mais de l'artisanat de distribution, et donc dans les grosses structures plutôt du professionnalisme et puis de la rapidité d'exécution, puisque suivant la taille de la structure, on a plus ou moins de clients, et plus on a de clients, manifestement on est obligé d'aller de plus en plus vite pour pouvoir satisfaire la demande. Oui, je sens que Assia, vous voulez prendre la parole sur ce sujet. Juste, peut-être, mais Cécile le dira, effectivement, en fonction de la taille des entreprises, le poids de l'investissement n'est pas le même. Donc, c'est pas par manque de volonté, mais parfois, rapporté à l'investissement, les entreprises peuvent être un petit peu réticentes en fonction de la situation économique. On en parlera tout à l'heure, peut-être. Je vous le confirme, effectivement, dans notre structure, on a la possibilité de mettre un deuxième robot, mais on attend parce qu'effectivement, ça coûte très 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 cher. Et dans les petites structures, je me doute bien que l'investissement, parfois, n'en vaut pas le coup. Mais je suis d'accord avec Assia. Très, très bien. Cécile, je vais vous laisser peut-être poursuivre sur les autres facteurs qui impactent aujourd'hui la branche de commerce de gros. Oui, parce qu'on a parlé de la transition numérique qui est un facteur majeur, mais il y a aussi effectivement la transition environnementale qui joue un rôle majeur. Elle est portée par des évolutions réglementaires, une diversité d'évolutions réglementaires. Je voulais évoquer en particulier le décret tertiaire parce que ça touche toutes les entreprises et tous les entrepôts, puisque ça impose une réduction de la consommation d'énergie de 40% à 2030 et de 50% à 2040. Donc, ça va nécessiter effectivement de faire un état des lieux de son parc immobilier et de mettre en place des actions pour diminuer sa consommation énergétique. Il y a aussi plein d'autres évolutions réglementaires qui vont être très propres aux produits distribués. Et donc, ça va dépendre effectivement des entreprises. L'évolution réglementaire, mais au-delà de ça, cette transition environnementale, elle se ressent dans l'évolution de la demande client et de la demande en termes de produits. Ça a été vu beaucoup pour les commerces de gros dans le secteur du bâtiment, par exemple, avec des demandes sur des pompes à chaleur, sur des panneaux photovoltaïques, sur des produits de construction éco-sourcés, par exemple. Voilà, tous ces nouveaux produits qui ont émergé avec le besoin d'économie d'énergie. On va avoir aussi pour la partie alimentaire une demande de produits vers des produits bio, vers des produits locaux, donc ça change aussi l'approvisionnement. Ça peut être aussi sur les véhicules, le fait d'avoir des fournisseurs sur des véhicules électriques, là encore, c'est des nouveaux équipements, donc ça va changer le type de produits distribués. Oui, je vais rebondir effectivement sur les flottes automobiles. Aujourd'hui, c'est un enjeu primordial puisque les réglementations environnementales et au niveau de l'État nous obligent aujourd'hui à intégrer cette transition. Pour exemple, nous avons à peu près 500 véhicules à la flotte. Nous en avons commandé déjà 200 pour cette fin d'année pour pouvoir justement répondre à cette demande.
Et du coup, ça va donner une problématique, entre guillemets, pour nous, commerciaux, de nouvelles habitudes, des changements dans notre façon de travailler, puisque les temps de charge sont très longs sur ces véhicules. Aujourd'hui, on attend entre 35 et 40 minutes pour récupérer à peu près 80% d'une autonomie. Donc ça va être de nouvelles façons de travailler. Donc là, on va avoir un vrai changement d'habitude et un vrai changement de fonctionnement. Donc nous, on est en train de mettre en place de nouveaux outils pour nous accompagner, mais c'est un très très gros tournant. Très bien. Et juste, je rebondis par rapport à ce que vous dites, parce que quand on a préparé le webinaire, vous aviez échangé avec nous sur les impacts en fait de cette transition écologique que l'on vend de manière très positive aujourd'hui. Et vous partagez le fait que la transition écologique n'avait pas toujours de bons côtés. Est-ce que vous pouvez nous présenter, selon vous, quelles sont les quelques limites de cette transition écologique par rapport à votre activité? Notamment l'utilisation du véhicule électrique, ce sera moins de temps avec le client, puisque le temps de charger, on ne pourra pas être avec le client. Donc c'est quand même notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est d'aller voir le client et d'être en face à face avec lui. Je ne pense pas que demain, on puisse faire que des visios avec nos clients. Je pense qu'on perdra le contact. Et c'est là où la difficulté en termes de production du client, c'est là qu'on va se retrouver avec des difficultés, nous, à pouvoir apporter plus de chiffre d'affaires, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut un chat appeler un chat, hein, on va dire. Et du coup, là, oui, on se retrouve dans une difficulté où on n'a pas encore mesuré, je pense, les impacts, malgré tout. On n'a pas anticipé. Merci. On va faire un petit tour côté patronal. Assia, vous qui êtes au plus près des entreprises, au regard des deux précédents facteurs qui ont été évoqués par Cécile et par Ronald, quelles sont les préoccupations premières des entreprises aujourd'hui au regard de ces deux facteurs technologiques et numériques? Alors, et écologique, excusez-moi. Alors, j'allais dire, c'est une évidence, mais je le précise quand même, l'entreprise, le dirigeant d'entreprise a une préoccupation première, c'est la performance économique. C'est un acteur économique, ce ne sont pas des entreprises ou des structures sans but lucratif. Donc l'objectif, c'est quand même de produire, de générer une performance économique. Et les deux transitions qu'on a évoquées, Reynald les illustre parfaitement bien. Le volet numérique permet un gain en productivité, un gain en efficacité, et il peut répondre aussi à un besoin en recrutement dans un marché aujourd'hui, ou en tout cas sur nos métiers, où il y a certaines tensions en recrutement. Sur le volet écologique, il y a des incitations via la réglementation à s'emparer du volet écologique. Les entreprises suivent le mouvement à travers ces réglementations, et forcément ça passe par un investissement et aussi une préparation, j'allais dire une formation à ces compétences-là. Ronald parlait de véhicules électriques. Il existe des formations à l'éco-conduite, parce qu'on ne conduit pas un véhicule électrique comme on conduit un véhicule thermique. Donc il y a des formations aujourd'hui qui existent, même si pour répondre, il y a une technologie qui n'est pas forcément au point, ça va évoluer, mais cela dit, il y a une formation et il y a un accompagnement. Je vous confirme effectivement que nous avons tous suivi des cours d'éco-conduite, même avec les véhicules thermiques, pour justement réduire notre impact.
et ce qui est valable pour un véhicule thermique est valable aussi pour un véhicule électrique. Donc, tous nos utilisateurs chez nous ont été formés à l'éco-conduite. Alors, pour avoir, je fais le lien avec une étude qu'on a réalisée avec le cabinet Catalyse sur le verdissement des flottes, qui démontrait qu'il y avait un gain économique aussi, hein, je reviens, c'est aussi mon rôle, il y avait un gain économique sur l'éco-conduite, y compris sur la conduite de véhicules thermiques, sur le plan de l'usure, de la consommation du carburant, et donc c'est aussi tous ces aspects-là qui sont une opportunité pour la compétitivité des entreprises. Ça n'est pas que de la contrainte. D'accord. Et un côté investissement, parce qu'il y a quand même ce facteur qui revient souvent hein, quand on parle de véhicules électriques, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle d'éco-conduite, et effectivement vous êtes formés de plus en plus à l'utilisation de ces véhicules, mais ça reste quand même une partie, on va dire, de vos entreprises qui ont la capacité de pouvoir investir pour pouvoir utiliser tous ces véhicules aujourd'hui. Donc, comment la branche, par exemple, qu'est-ce que la branche aujourd'hui, comment la branche, communique auprès des entreprises, ou qu'est-ce qu'elle apporte comme type d'information pour que les entreprises qui ont moins cette possibilité puissent passer le pas. Alors ça, c'est le volet préconisation que nous aborderons peut-être tout à l'heure, puisque le cabinet Catalyse, dans l'étude, préconise de bien informer les entreprises sur les aides existantes en matière d'investissement écologique et numérique. On l'a bien vu sur le volet numérique, il y a une hétérogénéité dans les entreprises en matière d'investissement, en matière d'équipement. C'est aussi le rôle de la branche de proposer une information sur ces aspects-là. Je profite pour souligner qu'on a au sein de la CGF un département environnement qui travaille, et un département transport qui travaille sur les questions de verdissement des flottes, toutes les réglementations qui aujourd'hui sont publiées et pour accompagner les entreprises sur ces volets-là. Si vous voulez, j'ai un exemple très factuel. Et en fait, il faut savoir que pour 500 véhicules, c'est pour ça que les plus petites entreprises ont peut-être plus les moyens de se le permettre. Pour nous, une voiture, je parle sur une voiture thermique, en janvier, c'est 2000 € de taxes. Donc je peux vous garantir que l'effet qui est mis en place par rapport à la taxe nous oblige à aller vers cette transition écologique. Et si on ne le fait pas, ça sera justement un coût supplémentaire. Donc c'est vraiment là, du coup on parle même plus de dire on est sur des véhicules électriques, ça va être plus cher ou quoi que ce soit, l'entretien. Non, un entretien c'est moins cher sur un véhicule électrique, la consommation énergétique c'est moins cher sur un véhicule électrique. Par contre, effectivement, rester en thermique aujourd'hui, ça serait un vrai luxe pour les entreprises du fait des taxes qui sont mis en place par l'État. Il y a aussi, on parle très peu, mais c'est de l'avantage en nature, nous, qui est taxé de façon plus importante sur un véhicule thermique qu'un véhicule électrique. Donc je vous dis, il y a vraiment tout un package qui est mis en œuvre pour qu'on aille vers cette transition verte, entre guillemets. Merci Assia pour ces précisions. On va continuer, on va dire, notre voyage dans la transition. Je rappelle, hein, la branche du commerce de gros, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on va dire que ce n'est pas une paille, on va dire que de toute évidence, c'est un secteur qui pèse dans l'économie française. Au-delà des chiffres, hein, on va dire que ce sont des hommes, des femmes, des entreprises qui façonnent et qui façonnent ce secteur d'activité. C'est si le regard, on va dire, de ce poids économique, on imagine que la dynamique économique et sociale également apporte son poids de développement et impacte également la branche pour les futures années. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux facteurs économiques et sociaux qui vont venir dans les prochaines années, voire déjà maintenant un peu bouleverser, on va dire, le modèle économique de la branche et aussi avoir peut-être des répercussions sur les ressources humaines?
Effectivement, il y a une transition économique qui est déjà ressentie par les entreprises, avec notamment le fait que les commerces de gros doivent s'adapter à des cycles économiques qui sont plus courts, qui sont fluctuants et qui sont souvent très incertains. Effectivement, le commerce de gros est le fournisseur du reste de l'économie. Comme il y a parfois une faible visibilité dans beaucoup de secteurs d'activité, ça se ressent sur les commerces de gros. On prend l'exemple du secteur du bâtiment, qui est un des secteurs clients des commerces de gros, où effectivement, toutes les prévisions continuent à dire que c'est un secteur qui va se développer parce qu'il y a un potentiel énorme en termes de rénovation, notamment la rénovation énergétique. Aujourd'hui, depuis 2023, force est de constater que le marché il est plutôt en baisse. Donc ça, ce côté cyclique, des cycles courts, beaucoup d'imprévisibilité, c'est quelque chose qui impacte déjà la branche et ça va pas aller vers du mieux. Il y a une très faible visibilité économique, avec en plus une instabilité géopolitique mondiale qui fragilise effectivement les chaînes d'approvisionnement, qui nécessitent là encore de pouvoir s'adapter en continu, parce que instabilité géopolitique, ça veut dire que des produits que j'allais chercher, alors à une époque en Russie, en Ukraine, les droits de douane américains font que ça génère d'autres problèmes, la situation avec la Chine aussi, enfin voilà, cette instabilité géopolitique impacte aussi les entreprises. Et puis dans ce contexte économique plus morose, il y a effectivement une concurrence plus forte entre les entreprises qui est encore accentuée par le fait qu'il y a des nouveaux entrants, et notamment ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des plateformes numériques qui existent aussi en B2B. On en parle beaucoup en B2C et on sait ce qu'elles ont pu faire, ces plateformes, en termes de déstabilisation de commerce traditionnel. C'est des choses qui commencent à arriver aussi pour les commerces de gros et auxquels il faut se préparer. D'où effectivement une tendance à un phénomène face à cette concurrence, face à ces enjeux d'investissement, une tendance qui devrait se conforter à la concentration des activités, puisqu'effectivement il y a beaucoup de petites entreprises aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt des enjeux qui amènent vers une plus forte concentration. Donc ça, c'est sur les impacts des transitions économiques. Il y a aussi une transition sociale, et notamment deux facteurs sur lesquels on souhaitait insister. Alors, ce n'est pas propre au commerce de gros, mais il y a un premier facteur qui est les attentes des salariés vers des conditions de travail, et notamment un équilibre vie personnelle, vie professionnelle plus équilibré, on va dire, qui peut jouer sur l'attractivité des métiers, notamment sur l'attractivité de métiers qui sont déjà en tension, avec des métiers en itinérance, métiers de commercial, les métiers de chauffeur-livreur bien entendu, des métiers comme les préparateurs de commandes qui peuvent aussi avoir des horaires décalés et qui ne correspondent pas toujours aux attentes des personnes en situation de travail. Donc ces attentes, et puis là encore, ce n'est pas propre à la branche des commerces de gros, mais il y a une transition démographique qui est extrêmement majeure, qui impacte aujourd'hui, il y a moins de jeunes dans les écoles, dans les collèges, les lycées commencent à le ressentir, et ça veut dire que progressivement, il y a moins de jeunes qui rentrent dans la vie active. Or, le modèle des commerces de gros, c'est vrai que ce sont des jeunes qui vont rentrer dans la préparation de commandes, dans la logistique, jeunes ou un peu moins jeunes, mais il y a quand même une population qui est assez jeune et qui va continuer sa carrière. Qui dit moins de jeunes qui rentrent dans la vie active, dit effectivement un sujet d'attractivité des métiers qui va se renforcer dans les années à venir. Très bien. On va clore peut-être cette première partie sur les évolutions. Une question à Sia. Comment, aujourd'hui, avec votre casquette de secrétaire de la CPNFP, de commerce de gros qui confie en fait à votre organisation, la CGF, la Confédération des grossistes de France, pouvez-vous nous préciser aujourd'hui quelles sont les actions qui sont envisagées par la branche pour répondre à ces différentes évolutions qui viennent de nous être présentées et autour desquelles on a échangé, je rappelle, le numérique, la technologie, l'écologie, le social et l'économique. Alors, effectivement, on parle beaucoup de la branche depuis qu'on a commencé ce webinaire. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de cette étude, c'est in fine l'entreprise. C'est accompagner l'entreprise dans ses transformations. L'objectif étant que l'entreprise puisse avoir
les moyens humains, une réponse à ces besoins en recrutement, quelles sont les compétences adaptées à l'avenir, moyen terme, 3 à 5 ans, qui sont adaptés pour répondre à ces mutations, et puis accompagner le changement, on en parlait tout à l'heure, à travers une information sur l'investissement. Donc il y a peut-être une réponse, j'allais dire quasi immédiate, qui consiste à sensibiliser l'entreprise sur les aspects numérique, usage de l'IA, même si on en parle partout dans la presse. Cela dit, c'est aujourd'hui, c'est déjà là, et il faut s'en emparer. Et on le disait tout à l'heure, c'est un outil pour accompagner la compétitivité. C'est aussi la question de la transition écologique, d'accompagner les entreprises sur une bonne connaissance de ces transitions. Pourquoi, comment elle se traduit concrètement dans notre entreprise, notamment les petites, puisque c'est quand même la caractéristique de notre secteur. Et un deuxième gros volet, qui est le volet communication, attractivité des métiers, c'est de montrer aux entrants et aussi aux personnes qui veulent se reconvertir vers ces métiers-là, l'intérêt et le potentiel de ces métiers. Et pour finir, toute la question de la formation, c'est aussi le rôle de la branche et de la CPNEFP en particulier, d'accompagner la formation des collaborateurs sur la montée en compétences en numérique, sur le volet écologique, on parlait d'éco-conduite, c'est ce genre de volet. Très bien. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que ici, par rapport aux actions que vous avez développées, il y a des actions, on va dire, qui relèvent du périmètre de la branche, et puis des actions qui relèvent du périmètre, on va dire, de l'OCO, opérateur de compétences. Donc je rappelle, sur ces actions, on a par exemple des actions d'ingénierie de formation qui sont portées chez nous par la direction du développement, de l'action de développement et de l'ingénierie, pour ne pas citer Élise Laroche, je la cite, qui est responsable de ce pôle et qui accompagne la branche sur tout ce volet ingénierie et formation. Et puis il y a aussi un vrai sujet pour la branche, c'est valoriser ces métiers. Tout simplement, c'est un sujet majeur pour la branche parce que ça va permettre également d'attirer d'autres talents au sein de la branche, et c'est aussi une façon d'améliorer, on va dire, l'employabilité des salariés, d'où la question de la formation dont vous avez longuement évoqué. Donc ça tombe bien. On parle de promotion des métiers dans la mesure où la branche, tout au long de ses travaux, a souhaité avoir un vrai focus, on va dire, sur l'ensemble de ces métiers. C'était vraiment, je crois, une cible, et tout au long et Cécile Collot peut en témoigner, c'était vraiment un objectif de la branche, d'avoir même une cartographie de l'ensemble de ces métiers. Donc du coup, on va en parler tout de suite, pour pouvoir montrer comment cette étude a permis également de développer un certain nombre d'outils pour pouvoir valoriser, mettre en valeur, et puis également avoir avec une vraie dimension prospective, j'insiste là-dessus, parce que c'est ce qui fait, on va dire, et on verra vraiment la particularité de ces outils qui ont été développés tout au long de ces études. Donc je vous laisse nous livrer en fait l'ensemble de ces outils, Cécile. Alors effectivement, au-delà du rapport qui existe, donc, où on identifie tous ces facteurs et on regarde l'impact sur les métiers, l'un des livrables, c'est la réalisation d'une cartographie des métiers, donc une cartographie qui a identifié 44 métiers donc, dans 4 grandes familles de métiers. Les métiers de logistique, transport et gestion des flux, les métiers commerciaux, e-commerce et marketing, les métiers techniques qui intègrent notamment les services après-vente, et les métiers qui sont plutôt les métiers administratifs et fonctions support. Et pour chacun de ces métiers, on a fait une fiche métier qui va intégrer d'une part la description du métier, quelles sont les missions, quelles sont les activités réalisées par les personnes qui sont dans ce métier-là, quels sont les prérequis pour accéder à ce métier, quelles sont les compétences nécessaires, quelles sont éventuellement les certifications, qu'il s'agisse de diplômes, de titres professionnels, de CQP, qui peuvent permettre d'accéder à ce métier,
Et bien entendu, vous le rappeliez, comment ces 4 enjeux, ces 4 transitions qu'on a identifiées impactent chacun de ces métiers les uns après les autres. Juste une petite information pour ceux qui nous écoutent. Hein. Je rappelle juste l'ensemble de ces outils que est en train de présenter Cécile Colos sont accessibles sur le site observatoire, observatoire.acto.fr, et vous pouvez trouver effectivement les outils de fiches métiers, mais également de cartographie métier. Vous pouvez les retrouver effectivement aussi dans le chat, grâce à Florence qui nous met dans la conversation. Vous pouvez retrouver ces fameuses fiches et cette cartographie. Merci Ronald pour cette co-animation. Et donc, je ne vais peut-être pas les présenter une à une, mais juste insister sur quelques métiers, puisqu'effectivement, dans cette cartographie, on a identifié notamment des métiers émergents. Donc, des métiers émergents, c'est des métiers qui n'existaient pas dans la branche il y a quelques années et qui maintenant se développent. Alors, ce n'est pas des métiers qu'on retrouve en nombre, mais c'était important de les signaler. Il y avait notamment le responsable, enfin, il y a notamment le responsable RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, qui vient en complément du responsable QHSE pour justement travailler de manière plus approfondie sur ces enjeux environnementaux et sociaux qui intègrent donc le sujet de l'attractivité, de la marque employeur également aussi. Dans ces métiers émergents, on a aussi le responsable des systèmes d'information et de la cybersécurité. Parce qu'on l'a vu, la transition numérique, elle est importante, avec des systèmes automatisés. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour gérer ces systèmes et pour s'assurer effectivement de limiter les risques de vulnérabilité, parce que qui dit plus de numérique, plus d'automatisation, dit aussi plus de vulnérabilité aux cyberattaques. Et c'est vrai que parfois, et notamment dans les petites entreprises, elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas la cible de ces attaques. Ce n'est pas vrai du tout. Les petites entreprises sont tout à fait la cible des attaques, puisqu'elles sont souvent moins bien protégées. Donc ce sujet, voilà, système d'information et cybersécurité, c'est un sujet important, d'où ce métier. On a aussi des métiers en développement, des métiers porteurs, donc des métiers qui ont tendance à augmenter. Je pense aux data analystes, donc l'ensemble des métiers effectivement qui vont, encore une fois, c'est très en lien avec la transition numérique, on va générer plus de données. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment on les analyse pour aller vers plus de performance, pour des relations clients plus adaptées, pour plus personnalisées, etc. Et puis effectivement les métiers autour de la gestion des plateformes e-commerce, puisque sans être des pure players du numérique, les entreprises des commerces de gros se mettent aussi à avoir effectivement des plateformes en ligne. Tout à fait. Et les métiers fragilisés ? Alors effectivement, puisqu'on parle là des métiers qui se développent, mais ces transitions, elles n'impactent pas toujours positivement les métiers. Et on a identifié des métiers dits fragilisés, c'est-à-dire des métiers pour lesquels le besoin pourrait diminuer du fait notamment de l'automatisation d'un certain nombre de tâches. On pense notamment aux métiers dans l'administration des ventes, ou aux assistants commerciaux, où effectivement l'ensemble des outils qui sont mis à la disposition des commerciaux font qu'il y a un certain nombre d'activités qui vont être plus automatisées et donc moins de besoin sur ces postes-là. Pour autant, c'est l'intérêt, là on a fait un petit zoom sur ces métiers en recul ou ces métiers fragilisés, pour identifier des aires de mobilité, parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt de se projeter sur ces métiers qui en plus sont sur des fonctions commerciales, qui sont des fonctions qui sont extrêmement importantes pour l'entreprise. Comment on peut les projeter vers d'autres métiers qui sont en développement ou des métiers qui sont en tension. Et donc on a travaillé sur l'identification d'aires de mobilité, c'est-à-dire au regard des compétences de ces métiers et des compétences de métiers cibles, quelle est la distance et quels sont les parcours qu'on peut imaginer pour permettre effectivement une mobilité au sein d'une entreprise ou au sein de la branche pour des salariés qui pourraient effectivement chercher à évoluer vers un autre métier ou en tension de la branche. Très bien. Alors Rénal, ça tombe bien, hein, Cécile parle dans ces métiers fragilisés, de métiers qui sont relatifs au commerce, au commercial, au métier commercial. Vous qui êtes commercial, est-ce que vous, à travers effectivement votre métier, votre activité,
vous percevez cette fragilité qui existe dans ce domaine d'activité? Alors pour ma part, nous on ne la ressent pas encore. On ne la ressent pas encore, ce que je vous disais. On voit qu'effectivement, il y a des métiers qui sont, et notamment nous, dans notre entreprise, on utilise l'IA pour traiter les demandes de clients, c'est-à-dire que c'est de générer une demande client en commande. Donc aujourd'hui, pour être transparent avec vous, ça fonctionne à peu près à 30%. On reçoit 100% de demandes, il n'y a que 30% où l'IA a réussi à transférer la demande en commande. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais effectivement, moi je le vois plus dans un changement, une transition des ADV, enfin des assistants commerciaux, pour pouvoir justement aider encore plus le terrain. Enfin, en tout cas, dans l'entreprise où je suis, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait monter les gens en compétences pour que demain, ils puissent nous aider encore plus sur le terrain, puisque malgré tout, on a l'impression qu'avec les plateformes numériques, où notre entreprise est très développée aussi sur ce domaine, on a toujours besoin de gens sur le terrain. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas, puisque il reste encore un gros facteur humain dans ce domaine-là. Puisque ce sont des compétences que viennent chercher les entreprises. Par les du RSE, nous aussi, on est très très développé sur la RSE. Notre entreprise est Platinium, je crois, en RSE. Donc on est très très développé sur le système du numérique, comme vous disiez tout à l'heure, la cybersécurité. On est armé aussi par rapport à ça. Il y a quelques années, d'ailleurs, on a subi une grosse attaque. Qui nous a immobilisés pendant quelques jours. Donc effectivement, les petites entreprises, on se dit, elles ne vont pas être attaquées, mais je pense que c'est les prochaines cibles, puisque avec justement l'intelligence artificielle qui travaille aussi à l'œuvre dans ce domaine-là, on pourra avoir des complications. Mais pour revenir aux métiers fragilisés, on a aussi dans la comptabilité où là, on a des IA génératives qui marchent très très bien. Et là, on a une vraie inquiétude par rapport à ces métiers-là. Très bien, donc on peut penser au métier de la comptabilité, mais on peut aussi penser au métier de tout ce qui est assistanat, tout ce qui est secrétariat également, tout ce qui est juridique, qui aujourd'hui, on sait que l'IA est en train de venir bousculer ces métiers dans leur mission. On va accélérer un peu le mouvement parce que le temps y passe. Je crois que vous aviez un dernier métier à développer, celui des métiers en évolution, c'est ça? Voilà, effectivement, parce que là, on a parlé plutôt des évolutions quantitatives, mais l'essentiel des changements, c'est plutôt effectivement dans les contenus des métiers, dans des évolutions, on va dire, qualitatives ou des évolutions en termes de compétences qu'on a pu évoquer déjà sur les métiers de commercial, par exemple. Mais effectivement, pour les métiers de la logistique, du transport, forcément, tout ce qu'on a pu évoquer, ça va impacter le métier de préparateur de commandes, de travailler effectivement avec des outils de picking automatisés, avec des convoyeurs, avec effectivement, Renal nous l'a rappelé, effectivement des systèmes qui font que les marchandises viennent à lui très directement. Ça va impacter le responsable d'exploitation qui va avoir des outils à sa disposition pour anticiper, gérer effectivement les stocks, gérer les itinéraires de manière très prédictive, avec des compétences qui évoluent aussi d'ailleurs sur ces métiers en termes d'accompagnement du changement, parce que là je parle beaucoup d'évolution technologique, mais c'est que tous ces changements, il faut aussi les accompagner. C'est une transformation importante de l'espace logistique, et c'est que ça repose aussi sur les responsables d'exploitation de pouvoir accompagner ces évolutions, ce changement dans l'entrepôt, faire monter en compétence effectivement les salariés. Voilà, les métiers des achats aussi vont évoluer puisqu'il va falloir aller chercher des nouvelles filières d'approvisionnement. Voilà, donc c'est beaucoup de changements sur l'activité et sur les compétences attendues sur ces métiers, finalement, plus que des changements très quantitatifs. Très bien, on va poursuivre rapidement avec Assia. Cécile nous a présenté, on va dire, les métiers en évolution, les métiers porteurs, les métiers émergents, les métiers fragilisés, tout ça transparent, on va dire, à travers les outils fiches métiers, cartographie métier, aire de mobilité qui permettent de passer d'un métier à un autre au regard de l'évolution de tous ces facteurs. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment ces fiches métiers, notamment dans leur dimension
prospective, j'insiste sur le terme prospective, permettront aux entreprises de mieux accompagner leurs salariés. Est-ce que c'est vraiment un plus, en fait, pour les entreprises de détenir aujourd'hui ces outils que la branche met à disposition des entreprises? Effectivement, au-delà de la richesse de l'enseignement sur les transitions, tout l'aspect évolution des métiers, l'aspect prospectif que vous avez évoqué, permet aux entreprises, à travers des outils, de concrètement identifier. Alors, il y a trois grands volets. Le volet lien au sein de l'entreprise, entre les managers, les RH et le salarié, c'est de pouvoir dialoguer autour des missions du collaborateur, puisque les fiches recensent j'allais dire, pour chaque métier, le maximum de missions qui peuvent être exercées par un collaborateur. Donc, c'est un outil de dialogue au sein de l'entreprise. C'est aussi un outil pour l'entreprise pour valoriser le métier vers l'extérieur à travers une annonce de poste, une offre d'emploi, la marque employeur, vous en parliez tout à l'heure. Ça peut être aussi pour le collaborateur un moyen pour renforcer son engagement et sa fidélisation, puisqu'il a une vision sur son parcours d'évolution possible et donc une base de discussion avec son manager concernant son évolution, donc sa fidélisation et son engagement, je le disais, et puis ça lui permet aussi d'être valorisé au sein de l'entreprise à travers ces compétences-là. Un autre volet, j'en parlais à l'instant à propos du recrutement, et ce sont toutes les personnes qui pourront découvrir les métiers des commerces de gros à travers ces fiches. Elles pourront découvrir la richesse des missions aujourd'hui, mais aussi les compétences qu'ils pourront ou qu'ils auront à exercer demain à travers l'impact de ces transitions-là. Et concrètement, Ronald, comment ça... Alors nous, aujourd'hui dans notre structure, on se retrouve avec nos RH et notre directrice de la formation, à anticiper un petit peu ces changements et à faire justement monter en compétences. Donc là, on a une année riche sur le plan de la formation, puisqu'on est en train de tout réintégrer. Alors c'est interne à notre structure, mais effectivement, on voit qu'il y a quand même des changements et il faut impérativement qu'on se mette à la page, et on va travailler, enfin on est en cours d'ailleurs de travail sur ces fameuses évolutions des métiers. Très bien. Donc là, en général, il touche à ça. Bon, on va passer maintenant à la phase, on va dire, questions. Je regarde les collègues à la technique, il n'y a pas de questions encore. Vous n'hésitez pas encore une fois à poser des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu. Donc, dans l'attente de des questions que nous espérons, qui arriveront de toutes ces entreprises qui nous regardent cet après-midi, peut-être prendre un peu de hauteur par rapport on va dire, à tout ce qui vient d'être dit à l'instant. On a un contexte, on va dire, économique un peu particulier, un contexte économique et social particulier. On a également une situation concernant toute l'actualité autour de la formation professionnelle qui nous impacte. Est-ce que ça, par rapport à la dynamique, au poids, on va dire, du secteur dans l'économie, est-ce que vous pensez que ça peut être un facteur qui vienne en fait freiner la dynamique du secteur aujourd'hui des commerces de gros? Il est certain que le contexte économique actuel est difficile pour certaines entreprises. Globalement, dans le secteur du commerce de gros de façon large, on identifie un ralentissement. Après, ce ralentissement si on regarde les familles de métiers, c'est un peu plus détaillé. Il y a toutes les entreprises du second œuvre du bâtiment qui subissent un ralentissement très fort, mais on a tout le secteur ou la famille des métiers de la santé qui se porte bien, j'allais dire, étonnamment. Le métier de l'alimentaire, la famille d'activités de l'alimentaire
se portent bien aussi. Donc, certes, au global, c'est à la baisse, mais il y a des familles de métiers qui sont en meilleure position que d'autres. Après, on disait quand même que la transition numérique, écologique nécessite un investissement. C'est certain que les périodes de crise ou de difficultés économiques ne sont pas les plus favorables à l'investissement. Donc, selon les familles de métiers, ça sera plus aisé dans certaines que dans d'autres. Très bien. Peut-être une autre question, je vais la regarder, Cécile. Les petites entreprises sont souvent, on va dire, le nez dans le guidon, et ce n'est pas facile de savoir comment intégrer en fait le numérique dans leur entreprise. De plus, elles n'ont pas les moyens d'investir. On en a parlé tout à l'heure dans les nouveaux équipements. Comment on peut les accompagner sur ce sujet ? Alors effectivement, ce n'est pas un sujet simple. L'un des points communs de ces petites entreprises, et notamment des très petites entreprises, c'est parfois que quand on leur parle de transition numérique ou d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui leur paraît un peu hors sol. Et alors qu'elles ont des enjeux, comme toutes les entreprises et de toute taille d'entreprise, de gagner en productivité, en efficacité, d'avoir moins de pénibilité parfois sur des ports de charges, etc. L'idée, c'est aussi de pouvoir les aider, de leur un peu mâcher le travail, entre guillemets, parce que c'est pas évident de trouver la bonne solution. Il n'y a pas une solution adaptée à toutes les entreprises des commerces de gros. Donc c'est comment, effectivement, en fonction de leur organisation, de leur mode de fonctionnement, etc., identifier les bonnes solutions répondant à leurs problématiques propres. Donc il y a notamment des aides qui existent, des aides au conseil mises en place par certaines régions, par exemple, justement pour aider à identifier ces pistes pour pouvoir avoir les équipements nécessaires. Et puis après, effectivement, il y a la montée en compétences. Et là, c'est plus dans le rôle d'Acto, avec une offre de formation qui existe pour former, y compris d'ailleurs aux compétences socle, ce qu'on appelle les compétences socles, c'est-à-dire que travailler dans un environnement numérisé, c'est assez particulier. Voilà, ça nécessite effectivement de savoir utiliser une tablette. Alors ça paraît évident, mais ça peut ne pas l'être pour tous. On peut rester sur le volet de la formation. Ces transitions impactent de nombreux métiers, Assia, et notamment la transition numérique. On va rester aussi dans la question de la transition numérique. Donc, ça nécessite des savoir-faire pour utiliser ces équipements. Comment faire monter en compétence les salariés? Qu'est-ce qu'on a également aujourd'hui comme autre service pour pouvoir accompagner les entreprises et les salariés pour pouvoir utiliser tous ces équipements? La branche propose aux entreprises, à travers le catalogue de formation d'Acto, des formations sur les différents aspects numériques, mais aussi la question écologique. On en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est la question de l'éco-conduite, l'usage des véhicules. Il y a un catalogue de formations qui existe aujourd'hui sur le site d'Acto, et il me semble que c'est Espace Formation que Florence a déjà publié, je vois, dans le chat, et dans lequel les entreprises pourront retrouver des formations dans diverses régions de France pour former leurs collaborateurs. Et ce sont des formations pour les moins de 50 salariés qui sont entièrement financées et qui sont financées à prix négocié pour les plus de 50. Ensuite, la branche a la possibilité à un deuxième levier qui est le levier du financement via le plan de développement des compétences. On en reparlera, c'est quelque chose qui est en mouvement en ce moment et il y a pas mal d'actualités autour de ça. Et puis pour finir, il y a toute la question de l'alternance, puisque les entreprises peuvent accueillir des alternants qui sont dans des formations du numérique ou développement durable, écologique et autres. Très bien. Une petite question, on va dire, de l'Observatoire. Il y a une annonce, là, on va dire, ces dernières semaines, la semaine dernière, sur les robots humanoïdes.
qui viendraient de la Chine. Est-ce que c'est, on va dire, des sujets qui vous inquiètent? Alors pour ma part, parce que tout le monde me regarde. Du coup, pour ma part, non, parce que bon, déjà, un robot humanoïde qui va aller voir un client, bon, pour me remplacer, je ne suis pas sûr. Par contre, effectivement, dans le métier, dans les métiers de logistique, ça peut, sur certains rapports de charge lourds, peut-être faire des miracles. Parce qu'on voit aussi la pénibilité des métiers. Les jeunes sont de moins en moins impactés, enfin ils sont de moins en moins pas impactés, mais intéressés pour aller faire ces métiers. Donc peut-être malheureusement, du fait du désamour de ces métiers ou du désintérêt, peut-être qu'on arrivera effectivement à ces solutions-là. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Bon, je pense quand même qu'on est un petit peu loin, en tout cas dans nos secteurs, pas tout de suite des robots humanoïdes. Ce qui existe aujourd'hui, et c'est factuel, c'est concret, ce sont des exosquelettes. Hein, quand même, on ne va pas rester sur la note négative. Non, mais je vais quand même vous dire quelque chose, Assia. Il y a des restaurants où il y a des humanoïdes qui prennent des consommations. Donc, c'est pas si éloigné que ça. Hein. Donc, oui. Ce sont des petits robots qui viennent prendre les boissons et tout. Donc, ça commence. C'est pas le commerce de gros. Pas encore. Bon, en tout cas, la restauration. Voilà, ça reste la restauration qui est aussi une branche d'Acto, mais ils en parleront mieux que nous. Mais en tout cas, il existe des exosquelettes, il existe des outils qui accompagnent effectivement la pénibilité dans certains métiers. Certes, c'est une réalité, mais toute la technologie apporte aussi des bénéfices aux salariés. Mais est-ce que ça peut ne pas être une solution à une problématique de recrutement par des métiers en tension? Parce que demain, ce ne serait pas une solution. C'est comme l'IA. Hein. On parle de l'IA, on parle de robotisation. Tout est envisageable. À quel point on veut aller tirer le curseur, hein. Tout est là. Hein. Demain, de toute façon, il faudra faire travailler tout le monde. Donc, à un moment donné, il faudra des gens aussi qui construisent ces fameux robots. Donc, oui, et qui les fassent et qui aient la compétence pour les faire fonctionner. Effectivement, parce qu'il n'y aura peut-être pas des robots humanoïdes, mais effectivement, quand on parle de véhicules autonomes, c'est un peu des robots. Et effectivement, ça peut répondre à des problématiques de tension. Par contre, à côté de ça, il faut quelqu'un pour les programmer. Il faut quelqu'un dès qu'ils tombent en panne. Et ça, c'est des métiers qui sont déjà en tension d'ailleurs et qui nécessitent pas mal de compétences. Donc, voilà, ça effectivement peut remplacer certaines activités ou tâches où on n'a plus à se déplacer. Par contre, ça va générer aussi de nouvelles activités. Écoutez, je pense que nous allons nous arrêter là pour cet après-midi. Je remercie bien entendu toutes les entreprises qui ont été mobilisées tout au long de cette étude, soit en face à face, soit en ayant participé aux copines, cotec, ateliers de travail et autres, et bien entendu celles et ceux que l'on a pu mobiliser également en ligne, qui ont répondu à nos questionnaires. Je remercie bien entendu les membres de la CPNEFP, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, et particulièrement Assia Kloul et Ronald Bridjank qui se sont prêtés à cet exercice cet après-midi. Le Cabinet Catalyse, bien entendu, avec Cécile Collot. On n'a pas entendu Florence Carpentier qui nous écoute sagement, qui est la déléguée branche que vous connaissez certainement. Et bien on a entendu Simon Cantarel qui n'a pas pu être parmi nous cet après-midi, mais qui a piloté à côté de Cécile Collot cette étude. Ben, écoutez, je vous rappelle encore une fois que tous les travaux sont sur le site observatoire d'Acto, le rapport détaillé, la synthèse, les fiches métiers, également les fiches aires de mobilité, ainsi que le panorama statistique de la branche qui est sorti au premier semestre avant l'été et qui nous permet d'avoir, on va dire, un ensemble de chiffres et de mieux connaître la branche sur toutes ses coutures. Et bien sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi. Je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.